Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour le numéro 4 de Paix en poche, aujourd'hui sur les frais de déplacement. Et je laisse la parole à Madame Marcha. Bonjour Madame Marcha. Bonjour Caroline, bonjour Arnaud. Eh Bonjour. bien écoutez, je suis ravie d'introduire pour cet anniversaire de Paye en poche ce quatrième. Donc merci beaucoup Caroline et merci beaucoup Arnaud, puisqu'effectivement nous en sommes à notre quatrième Paye en poche. Donc ça fait 1 an que nous fêtons nous fêterons demain cet anniversaire. Donc je suis très fière de vous, je suis très fière aussi de l'équipe technique qui est en coulisses, Sylvain, Jacques, Sybille, qui effectivement ont réussi à ce que nous puissions organiser ce nouveau format en complément du format que vous avez vu déjà tout à l'heure, puisque effectivement Arnaud, notre célèbre chroniqueur, fait des conférences régulières que vous connaissez déjà en droit du travail. Donc, il a déjà préparé son intervention pour le mois de juin et je l'en remercie. Mais là, nous sommes avec notre duo de choc, Caroline et Arnaud, qui vont vous présenter donc pour ce quatrième paye en poche les frais de déplacement. Vous pourrez tout savoir sur les frais de déplacement et en l'occurrence, et je remercie effectivement les collègues, il y a énormément de pouces et de mains qui applaudissent. Donc, vous voyez, vous êtes énormément félicités. C'est très important pour nous aussi de vous retrouver. On est quasiment 300 déjà, vous êtes 500 inscrits. Donc, merci beaucoup aux collègues d'organiser ces temps-là. Ce sont des défis pour nous, des prouesses technologiques. Donc, je vous remercie. Et sans plus tarder, les collègues Caroline et Arnaud, à vous pour les frais de déplacement. Et vous pourrez poser toutes les questions ensuite. Voilà, à Oui. vous Arnaud et à vous Caroline. Merci Madame Marcha. Donc, je ne me suis pas présentée, je suis Caroline Capel, je suis consultant formateur à l'ICADI depuis maintenant bientôt 1 an et demi. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Monsieur Colin, qu'on ne présente plus. Salut Arnaud. Bonjour Caroline, ravi d'être avec vous. Vraiment très Alors content. aujourd'hui, vous le savez, le programme, c'est les frais de déplacement. On va d'abord aborder tout ce qui est notion de frais de déplacement, à quelle occasion finalement on se déplace. On parlera des frais, hein, quels sont les principes, le calcul. On parlera aussi saisie dans l'outil de paie. Vous avez éventuellement des robots qui sont déployés, mais pas tous. Donc on va parler un petit peu de cette saisie et on ira en détail dans les cotisations et les contributions sociales. Pendant tout le webinaire, vous pouvez, comme à chaque fois, nous poser des questions par l'onglet QR. Il y a des temps dédiés. On y répondra petit à petit tout le long du webinaire. Et à la fin, on fera un vaste retour sur toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Allez, on va démarrer tout de suite avec la notion de frais de déplacement. Alors, la question qu'on s'est posée ici, c'est finalement à quelle occasion est-ce qu'on se déplace? Donc, on va pouvoir se déplacer pour trois grandes missions. Donc, les missions qui sont confiées pour les besoins du service, donc celles qui sont demandées par votre responsable. Pour les entretiens de recrutement, peut-être une notion un peu moins connue, on va en reparler, on va y revenir. Et puis, pour les stages de formation professionnelle. Tous ces motifs de déplacement, ils sont prévus par le protocole d'accord du 23 juillet 2015 et on verra tout à l'heure comment on va pouvoir les appliquer. Donc, dans le cadre des missions confiées pour les besoins de service, ce sont des missions qui sont faites à la demande de l'employeur et autorisées par ce dernier. Ça a toute son importance puisqu'on verra qu'il y a des frais de déplacement pour lesquels l'accord de l'employeur en amont est indispensable. Toujours dans les frais de déplacement, donc on va se déplacer, je vous l'ai dit, pour un motif qui est des fois un petit peu moins connu, c'est l'entretien de recrutement. Vous êtes convoqué par un autre organisme pour aller passer un entretien de recrutement. À la suite d'un appel à candidature, vous pourrez aussi vous déplacer dans ce cadre-là. Et la troisième des missions pour lesquelles on se déplace, ça peut être la formation professionnelle. Et donc, on va se déplacer pour tout ce qui est formation externe à notre organisme. Sylvain, je ne sais pas si tu peux avancer. Voilà, moi j'avais un petit blocage d'écran, merci. Donc du coup, on pourra aussi bénéficier évidemment des remboursements de nos frais quand on se déplace pour une formation professionnelle. Alors, nous avons un appel et une petite question qui nous arrive tout droit de l'URSSAF Languedoc-Roussillon. Bonjour, je suis Justine Baliki de l'URSSAF Languedoc-Roussillon. Quel est le délai de prescription pour le paiement des frais de déplacement? Eh bien écoutez Justine, je vais vous répondre avec grand plaisir. En ce qui concerne les frais professionnels, le délai de prescription est de 2 ans.
Donc, je pense que Sylvain va nous passer la diapositive suivante. 2 ans. C'est-à-dire, très concrètement, 2 ans à partir du moment où j'en ai eu connaissance, j'aurais dû en avoir connaissance. D'accord? Donc, j'ai 2 ans, effectivement, par exemple, pour réclamer des frais professionnels. Par contre, si c'est de la rémunération, donc c'est autre chose, ce n'est pas tout à fait votre question, la prescription est triennale. Là aussi, les 3 ans démarrent à partir du moment où j'en ai eu connaissance, où j'aurais dû en avoir connaissance. D'accord? Voilà. Donc, frais professionnels, 2 ans, rémunération, 3 ans pour réclamer, tant au niveau de l'employeur qu'au niveau du salarié. Alors, nous allons tester nos connaissances désormais. Et j'avais une question à poser à Caroline. Caroline, l'employeur peut-il refuser d'indemniser le repas d'un agent en stage de formation professionnelle dans la même ville que son site d'appartenance? Je vous propose de répondre. Allez, vous allez tous pouvoir répondre à cette question. Ça va vous s'afficher sur votre écran. Est-ce qu'on peut refuser d'indemniser le repas d'un agent qui est en stage de formation professionnelle dans la même ville que son site d'appartenance, mais évidemment pas sur son site? Alors, on vous laisse répondre et pas pas dans son organisme. On vous laisse répondre à cette question. On va voir oui, non. On vous laisse quelques minutes pour répondre. Alors, pour le moment, les réponses sont très partagées entre le oui et le non. On vous laisse quelques secondes de plus pour les petits retardataires. Alors, est-ce que c'est terminé pour tout le monde? Alors, on a 47% de oui et 53% de non. Mais là, c'était un petit piège finalement, puisque la bonne réponse, c'était ni oui ni non, puisqu'on ne vous dit pas dans la question si l'absence couvre l'intégralité de la plage de 11 h à 14 h. On va voir donc tous ces petites détails de suite après. Donc, la bonne réponse était, il faudrait savoir si l'absence couvre totalement la plage 11 h, 14 h. Allez, une seconde question, et la promis, on vous fait plus de pièges. Un salarié est convoqué, Caroline, à un entretien par un organisme. Est-ce que les frais sont à la charge du salarié? On peut tout à fait estimer qu'il règle tout. Est-ce qu'ils sont à la charge de l'organisme d'appartenance ou de l'organisme appelant? Donc là, on vous laisse répondre, on vous laisse quelques secondes et bientôt, on vous répondra de manière précise. Allez, on laisse encore voter un petit peu. Donc, cette question qui est un salarié convoqué à un entretien par un organisme, est-ce que les frais afférents seront à la charge du salarié, de l'organisme d'appartenance ou de l'organisme appelant, donc de l'organisme qui lui fait passer l'entretien? Alors, vous êtes une large majorité à avoir répondu de l'organisme appelant. Quelques-uns nous ont dit du salarié, non. Alors, la bonne réponse était effectivement de l'organisme appelant. On ne laisse pas ni à la charge du salarié, ni à la charge de l'organisme d'appartenance. Ce sera l'organisme appelant qui paiera les frais de déplacement de cet agent-là. Allez, sans transition, on va maintenant parler des frais. On va vous parler donc des frais et donc de tout ce qu'on peut voir dans ces frais. Les frais, ils vont se décliner en 3 grands items, j'ai envie de dire, les frais de repas, les frais de découché et les frais de transport. Alors, je vais désormais aborder les frais de repas. Entre 2 sites de l'organisme, pour bénéficier d'un remboursement, il faut 2 conditions cumulatives. Donc les 2 conditions cumulatives, c'est qu'il ne doit pas exister sur le lieu de mission un restaurant d'entreprise permettant la prise en charge par l'employeur de la part patronale ni de fourniture directe par l'employeur de frais de repas. Donc ça, effectivement, c'est la première condition. D'accord? Parce qu'effectivement, si vous mettez à disposition un restaurant d'entreprise, ça peut arriver lors d'une mission, par exemple. On souhaite que les salariés mangent ensemble, donc on met à disposition le restaurant d'entreprise ou alors on fournit directement un repas. Et la deuxième condition, c'est que le lieu de déplacement doit être situé à plus de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail du salarié. D'accord? 30 minutes aller-retour du lieu habituel du travail du salarié. Donc, s'il y a effectivement ces 2 conditions, d'accord? Dans ces cas-là, le frais de repas est dû. En ce qui concerne effectivement les frais de découché,
le déplacement entraînant une absence totale entre 0 et 5 heures du matin. D'accord? Il faut une absence totale entre 0 et 5 heures du matin. D'accord? Si jamais, moi, je peux exiger de dormir la nuit précédente en cas de déplacement entraînant un départ du domicile avant 6 heures du matin, c'est-à-dire que concrètement, si je dois partir du domicile avant 6 heures du matin, dans ces cas-là, effectivement, je peux exiger d'avoir un découché. En fait, voilà. Sinon, je ne peux pas l'imposer à l'employeur. Par exemple, si je peux partir à 6h15, 6h30, je ne peux pas imposer à l'employeur. Voilà. Et si jamais j'ai un déplacement qui entraîne un retour du domicile après 22 heures, je prends un exemple, je pars de Paris à 19 heures, c'est parce que ma réunion se termine à 6 heures, je dois arriver à Montpellier, moi je suis à Montpellier par exemple à 22h30, qui est le lieu, qui est là où il y a mon domicile. Dans ces cas-là, je peux exiger de passer la nuit à Paris. D'accord? Donc, je répète, pour que je puisse exiger effectivement d'avoir le découché de la part de l'employeur, il faut un déplacement entraînant un départ du domicile avant 6 heures du matin, donc ça serait la nuit précédente, ou un déplacement entraînant un retour au domicile après 22 heures. Voilà, effectivement, ça c'est l'une des deux conditions. Alors j'en profite parce qu'il y a effectivement des questions qui me sont effectivement posées. Voilà. Alors, j'ai une question de Lionel. Alors Lionel, vous dites que la prescription de 2 ans pour les frais de déplacement, mais il me semble avoir vu que l'employeur peut imposer un délai pour que le salarié lui donne les frais. Sinon, il n'a pas à le rembourser. Alors effectivement, Lionel, on peut tout à fait demander au salarié un délai, d'accord? Et il doit respecter ce délai dans le cadre de ses obligations. D'accord? Dans le cadre de ses obligations découlant de son contrat de travail, on a différentes obligations, notamment découlant du règlement intérieur, et on peut tout à fait, dans ce cadre, imposer un délai au salarié. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas réclamer au bout d'un an et demi, hein, jusqu'à 2 ans, effectivement, les frais de déplacement. Ce sont deux choses différentes. Par contre, évidemment que si vous avez un salarié qui ne respecte pas ce délai d'un mois, il peut relever, comme tout autre manquement à ses obligations, il peut relever la procédure disciplinaire. Vous voyez, ce sont deux choses différentes. Hein. Et je rappelle, Lionel, que l'amende n'est pas possible. D'accord? La sanction financière n'est pas possible en matière de droit du travail. Donc, on ne pourrait pas lui dire, écoutez, non, on ne vous rembourse pas les frais de déplacement parce que vous ne les avez pas envoyés d'un mois. Non, ça serait une sanction pécuniaire qui est interdite par le Code du travail. D'accord? Donc, mais par contre, c'est vrai qu'on peut lui imposer un délai, on peut lui faire des rappels et il peut relever tout à fait, effectivement, la procédure disciplinaire pour répondre complètement, effectivement, à votre question. Voilà. Alors, j'en profite, Arnaud. On avait aussi Karine qui nous disait on parle bien du domicile et non de la caisse pour la prise en charge des frais pour le retour après 22 heures. Effectivement, c'est bien au lieu du domicile. Hein. Je suis effectivement complètement d'accord avec cela. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. On le verra par la suite. Voilà. Parce que parfois, j'ai vu faire une pratique, par exemple, on verra pour les frais de repas. Donc, je parlerai de la pratique après. Voilà. Allez, voilà. Vas-y. Excuse-moi Arnaud, juste on a Maïlis qui nous demande est-ce qu'on peut demander à l'employeur de découcher la veille si nous préférons, même si le déplacement ne nous impose pas de partir avant 6 heures du matin. Ça sera vraiment à l'appréciation de votre direction, hein, à l'appréciation de votre manager sur cette partie-là. Effectivement, on peut se dire la journée va être très longue, est-ce que je peux éventuellement partir la veille? Et ça sera à l'appréciation de votre employeur. On va continuer un petit peu, on traitera les petites questions après, je vois qu'il en arrive pas mal. Arnaud, je te laisse continuer, je crois que je me suis trompée. Voilà, donc je vais effectivement continuer bien sûr avec les frais de découché avec grand plaisir. Sachez qu'il y a des limites qui existent au niveau des paiements de frais de découché. Hein. Cette limite comprend effectivement la nuitée et le petit déjeuner. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, sur facture, je peux être remboursé jusqu'à 149,86 € à Paris intramuros, 136,25 € sur la zone 2. Donc la zone 2, c'est presque toute la région parisienne. Hein, désolé à nos amis de l'Essonne, par exemple. Ce sont les DOM, également, donc Dôme, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Et en ce qui concerne tous les autres départements, c'est effectivement ce qu'on appelle la zone 3. D'accord? Donc c'est remboursé jusqu'à 115,80 €. D'accord? Voilà. Alors, il arrive parfois que je ne fournisse pas de justificatif. Dans ces cas-là, il est prévu dans notre convention collective de la sécurité sociale, hein, j'aborde bien la convention collective de la sécurité sociale du régime général, hein, les 3 conventions collectives pour être précis, et ben dans ces cas-là, on a un remboursement forfaitaire de 59 €. Donc très concrètement, je ne fournis pas une facture, je dois être remboursé sur la base de 59 €. Alors, on va maintenant aborder les frais de transport. On va décliner en 4 étapes. Transport ferroviaire, on va parler des transports aériens, du transport urbain et aussi une vaste question sur l'utilisation des véhicules personnels. Parfait. Donc, en ce qui concerne effectivement le transport ferroviaire.
Alors, ce qu'il faut savoir, alors je réponds juste à une question de Laurie pour qu'on aille vraiment, qui pose la question suivante, pour répondre vraiment à vos questions au fur et à mesure. Quid des taxes de séjour et ou du parking facturé à part? Eh bien, les taxes de séjour, bien sûr, doivent être remboursées, ce qui sont inclus dans le prix. En ce qui concerne le parking, Laurie, c'est une vraie question. Ça dépend si vous avez autorisé ou pas le client à partir avec le client, pardon, l'agent à partir effectivement avec sa voiture. Si vous ne l'avez pas autorisé à partir avec sa voiture, il n'y a aucune question qui vous facture très concrètement les frais de parking. D'accord? Tout dépend si vous avez donné l'autorisation ou pas. Voilà. Après, si vous lui avez donné l'autorisation, bon, bah, on peut tout à fait rembourser les frais de parking si jamais il n'y a pas d'autre façon de se garer. Je veux dire, si jamais il ne peut pas se garer nulle part ailleurs autour, effectivement, de son hôtel, ça va être difficile de ne pas lui rembourser, effectivement, les frais de parking. Voilà pour répondre très concrètement à votre question. Alors maintenant, je vais parler du transport ferroviaire. Alors sachez qu'il y a eu un grand changement il y a quelques années. Désormais, qu'on soit praticien conseil, agent de direction ou employé cadre, on a un principe de prise en charge des frais de transport sur la base du tarif de deuxième classe. C'est-à-dire qu'on rembourse effectivement sur la base du tarif de deuxième classe. Hein, donc ça, c'est le principe. Alors en droit, c'est toujours pareil. Il y a toujours le principe et il y a toujours les exceptions. Sinon, ça ne serait pas drôle. Hein, voilà. Donc les exceptions sont la suivante. La première exception, c'est quand j'ai un transport ferroviaire en première classe dans la journée qui dépasse 4 heures. D'accord? Donc si j'ai un aller qui dépasse 4 heures, alors je prends toujours mon exemple, pardon, je pars de Montpellier, je vais à Lille, j'ai à peu près 5 heures de transport. Dans ces cas-là, je pourrais bénéficier effectivement de la première classe. Pareil pour le retour. Hein, donc il est possible que par exemple pour aller à Paris, je mette 3h30 à l'aller de Montpellier. Donc là, je ne serai pas remboursé sur la première classe, mais je pourrais mettre 4h15 au retour un jour suivant. Et dans ces cas-là, je serai remboursé la première classe. Ça peut être aussi l'aller-retour dans la journée. D'accord? Donc je prends toujours l'exemple de Montpellier. Je vais effectivement à Toulouse. Toulouse, je mets 2h15 effectivement en train. Je pars le lundi matin, je reviens le lundi soir. 2h15 plus 2h15, ça me fait 4h30. J'ai droit à la première classe. Il faut savoir que le temps d'attente entre deux transports est inclus dans cette 4 heures. Donc, je prends un exemple. Je pars de Montpellier, je vais à Paris, je mets 4h15, j'ai 1 heure d'attente à Lyon. Eh bien, ça fait plus de 4 heures. D'accord? Donc, le temps d'attente entre deux transports de première classe est inclus. D'accord? Ce temps est apprécié entre la gare la plus proche du lieu de travail et la gare du lieu de déplacement. Voilà. Alors, ce qui est très important parce qu'il y a une vraie... j'ai vu pas mal dans les organismes, pas mal d'hésitations là-dessus. Pour tenir compte de la durée de 4 heures, il convient de tenir compte uniquement des lignes sur lesquelles une première classe est disponible. D'accord? Donc, je vais prendre un exemple encore plus concret. Je pars de Montpellier, j'ai 3 heures de TGV, j'ai 2 heures de TER. Je n'aurai pas droit à la première classe, même si ça fait 5 heures en tout, parce que sur ce TER-là, il n'y a qu'une deuxième classe. D'accord? Donc, il faut toujours regarder si jamais une première classe est disponible. Hein, c'est assez strict, en fait, au niveau, effectivement, de l'application. C'est extrêmement strict. Ouais. Voilà. Donc, on va effectivement continuer. Ensuite, principe de prise en charge des frais de transport sur la base, effectivement, du tarif de deuxième classe. D'accord? Il y a une exception 2, c'est que lorsque j'ai au moins 2 déplacements qui sont programmés sur une durée de 7 jours. Donc, quand j'ai 2 déplacements qui sont programmés sur une durée de 7 jours, j'ai droit, dans ces cas-là, effectivement, je parle de jours calendaires, j'ai droit à la première classe. Voilà. Et voilà. Arnaud, peut-être qu'avant qu'on continue, on peut répondre à la question qui vient de nous arriver d'Emmanuel, qui nous dit: Bonjour, si l'agent se déplace en train, mais laisse son véhicule au parking de la gare, hein, pas de possibilité de se faire déposer, peut-il prétendre à la prise en charge du parking? Merci. En effet, il pourra prétendre à la prise en charge de son parking. Ça n'est pas au salarié de payer quelque chose qui est fait pour son employeur, c'est-à-dire une mission réalisée pour l'employeur. Donc oui, effectivement, il pourra se faire rembourser de ce parking. Encore faut-il, bien sûr, et je rejoins complètement Oui, Caroline, qu'on l'ait autorisé à prendre sa voiture tout pour à aller fait. jusqu'à ce parking. Ça, c'est vraiment important. Hein, je reviens toujours à ça. Voilà. Alors, maintenant, on va aborder le trajet en avion, parce que c'est vrai que si, par exemple, vous voulez aller dans les DOM, hein, que vous habitez Paris, c'est assez peu pratique en train. J'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Hein. Donc, dans ces cas-là, et bien sûr, il y a possibilité d'effectuer en avion s'il n'y a pas d'autres possibilités. L'autorisation d'utiliser ce mode de transport dans la classe la plus économique si ce coût est globalement inférieur à celui qui sera occasionné par les autres moyens de transport. Donc là aussi, ce qui est important,
c'est que parfois on peut hésiter entre effectivement l'avion, le train, etc. Il ne faut pas dire niet tout de suite sur l'avion. Il faut regarder effectivement qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus économique. Et pour faire cette comparaison, il convient de prendre en compte à la fois effectivement le prix des billets, les frais de séjour, les frais de repas et les gains de temps réalisés. Hein, je prends un exemple concret. Si en train, je mets 3 jours et que ça me coûte, allez, je dis n'importe quoi, ça me coûte 150 euros, et qu'en avion, je mets 1 heure et demie et que ça me coûte 20 euros de plus, il faut réfléchir au niveau de l'organisme pour savoir quel est le plus économique. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc, en ce qui concerne bien sûr le transport urbain, on a un remboursement des frais de bus, de tramway, de métro, de frais de stationnement. Je répète, si l'agent était autorisé à prendre sa voiture, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je sais qu'il y a pas mal de conflits là-dessus. D'accord? Et le péage. Voilà. Bien sûr, si il est autorisé à prendre sa voiture, toujours pareil. Alors après, il faut réfléchir en tant qu'employeur parce que parfois c'est beaucoup plus effectivement valable. Si jamais effectivement il faut parfois prendre des abonnements. Donc là, l'abonnement n'est pas de droit, hein, mais il faut regarder s'il y a un déplacement fréquent. Et il y en a par exemple au niveau de la SNCF ou au niveau de certaines compagnies que je ne citerai pas. Voilà. Il est possible effectivement en cas de déplacement fréquent de prendre en charge un abonnement. Donc en tant qu'employeur, si jamais j'ai un salarié qui se déplace régulièrement, c'est peut-être moins cher. D'accord? Et puis dans ces cas-là, je peux bénéficier aussi d'une carte de réduction. Donc c'est peut-être une utilisation aussi qui est recommandée. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais aborder l'utilisation du véhicule personnel. Parce que là aussi, il y a pas mal de choses par rapport à ça à dire. Alors, pour utiliser effectivement son véhicule personnel, il faut une autorisation préalable de l'employeur. Il faut une assurance au titre de l'usage professionnel nécessaire. Il faut effectivement une indemnité kilométrique en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Dans ce cas-là, je pourrais bénéficier de cette indemnité kilométrique. J'ai possibilité d'avoir aussi un véhicule à 2 roues. Je peux me faire rembourser sur la base d'un véhicule à 2 roues. Donc là, suivant le cylindré, plus 50 cm3, etc., le remboursement est différent. Hein. Et puis, je peux aussi bénéficier effectivement des frais de péage et de stationnement. Je voulais dire peut-être 2 mots sur l'assurance, si effectivement vous en êtes d'accord. Hein. Alors, je peux demander si je circule habituellement avec mon véhicule. Je peux demander, alors la notion d'habituel est bien sûr, c'est l'employeur qui va voir si c'est habituel ou pas. D'accord? Je peux demander une prise en charge de une partie de mon assurance. Voilà, à l'employeur, si bien sûr j'ai un surcoût professionnel. Alors, pour être très très concret, ce que je peux demander en tant que personne, si je circule habituellement mon véhicule, de manière voilà, je peux demander à la fois la prise en charge de l'ensemble des garanties qui couvrent les réparations des dommages occasionnés au véhicule, donc que ça soit que ça soit professionnel, non professionnel, etc. Et je peux, pour les autres garanties, d'accord, par exemple la responsabilité civile, pour être très concret, d'accord, les dommages corporels, je peux demander tout ce qui est le surcoût professionnel. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'utilisation effectivement du véhicule effectivement personnel. Voilà. Allez, on a une petite question qui nous arrive. Alors, c'est Flore de la Cave du Gard qui nous demande: doit-on vérifier que la carte grise du véhicule soit au nom de l'agent? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'une attestation sur l'honneur est valable? Alors, Flore, en effet, on va regarder que la carte grise soit au nom de l'agent, mais rappelez-vous qu'aujourd'hui, toutes les cartes grises ne sont pas forcément au nom de l'agent. On peut éventuellement louer sa voiture avec une location longue durée, auquel cas on n'a pas besoin effectivement que le nom du salarié figure sur la carte grise du véhicule. Une attestation sur l'honneur sera tout à fait valable. Une autre petite question, du coup, c'est la suite. Flore nous demande également, dans le cas où le salarié n'aurait pas d'autorisation d'utilisation de son véhicule, est-ce qu'on peut refuser de rembourser les frais? Alors, en effet, on pourrait refuser de rembourser les frais si, là, en amont du départ, l'autorisation n'a pas été sollicitée ou accordée. Alors, j'ai envie de dire, on en parlait ce matin avec Arnaud, peut-être qu'il faut quand même, sauf exception, imaginons, je ne sais pas, une annulation de dernière minute du mode de transport, voilà. En tout cas, ça sera à l'appréciation et ça sera sous circonstances exceptionnelles. Alors, on va maintenant aborder une petite question. Alors, on va vous demander quel sera le remboursement
de frais pour un agent qui s'est déplacé pour une mission à Paris du 3 avril au 4 avril 2025. Quel sera le remboursement de frais donc pour cet agent qui a quitté son domicile à 6h30 le 3 avril 2025, qui a fourni une facture d'hôtel de 102 €, qui est arrivé à la gare à 20h45 le 4 avril lors de son retour, qui est rentré à son domicile à 21h45, ça a toute son importance, et qui a pris 4 fois le métro et a payé 1,70 € chaque trajet. Donc, on vous laisse calculer tout ça. Vous avez 3 propositions de réponse, 226,80, 197,30 ou 108,80. Je vous rappelle, il a quitté son domicile à 6h30 le 3 avril. Il a fourni une facture d'hôtel de 102 €. Il est arrivé à 20h45 le 4 avril à la gare la plus proche de son domicile. Il est rentré à son domicile à 21h45. Et pendant son séjour, il a pris 4 fois le métro pour un montant de 1,70 € chaque trajet. Allez, on vous laisse terminer. Vous êtes apparemment très partagés sur cette réponse. On va voir ensemble quelle était la bonne réponse. Donc, vous êtes 48% à avoir dit 226,80 €. Et effectivement, c'était la bonne réponse. À 226,80 €, on a remboursé la nuitée pour les 102 €. On a remboursé 4 repas pour les 2 repas du midi et les 2 repas du soir, puisque l'agent a été absent et n'a pas pu revenir avant 21h, et les 4 tickets de métro, ce qui vous faisait un total de 226,80 €. Toujours sur ce même agent qui s'est déplacé donc pour une mission à Paris, on vous le rappelle, du 3 avril 2025 au 4 avril 2025. Qu'est-ce qu'il en aurait été en fait s'il avait quitté son domicile à 6h30 et s'il est rentré à son domicile le 4 avril? Est-ce qu'il aurait pu, au regard de ses horaires, partir la veille ou rentrer le lendemain? On vous rappelle, il a quitté son domicile à 6h30 et il est rentré à son domicile à 21h45. On vous demande de répondre, aurait-il pu partir la veille ou rentrer le lendemain? Allez, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Allez, on laisse quelques secondes supplémentaires et Arnaud va nous répondre. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je crois que la majorité a toujours raison, comme effectivement d'habitude. Comme il n'est pas parti effectivement avant 6 heures, hein, alors attention, comme il n'est pas parti de chez lui avant 6 heures, hein, c'est pas à la gare, c'est comme il n'est pas parti de chez lui avant 6 heures, dans ces cas-là, il n'a pas à réclamer la nuit précédente, et comme il n'est pas rentré après 22 heures, il n'est pas autorisé à partir du lieu de départ, effectivement, et passer une nuit supplémentaire. Donc effectivement, la nuit précédente, c'est-à-dire la nuit du 2 au 3 avril et la nuit du 4 au 5 avril, ne sont pas dues. Voilà. Alors, je voudrais répondre, j'en profite, à une question de Laurie, parce qu'on n'a pas répondu, Laurie, et j'en suis désolé, ça fait 5 minutes que vous avez posé votre question. Je lis la question de Laurie. Les tickets de métro papier doivent-ils obligatoirement être donnés pour le remboursement, sachant qu'avec la dématérialisation, il existe de moins en moins? Peut-on considérer un forfait de X tickets remboursés par jour, même sans les justifs? Alors Laurie, effectivement, de nombreux organismes simplifient la vie effectivement par rapport à ça. Rien ne vous empêche dans ces cas-là, de rembourser sur la base d'un ticket métro papier. Alors, je vais prendre un exemple très concret, hein, Laurie, 2,50 €, par exemple pour Paris, et puis dire aux salariés qu'on peut lui réclamer d'ici quelques temps, effectivement, les justificatifs. D'accord? On peut tout à fait faire ça. Alors, pour rappel, Laurie, si vous voulez absolument demander des justificatifs, mais ça alourdit votre charge, vous avez toujours possibilité d'avoir des justificatifs, mais ce n'est pas forcément un ticket papier. Puisque, par exemple, quand vous êtes amené
à commander effectivement un ticket, vous avez toujours possibilité de demander un justificatif. Donc, il peut y avoir sur le RIB, enfin sur le relevé de compte, un justificatif, ou par exemple, la RATP peut très bien vous envoyer un justificatif directement sur votre mail, quand vous faites ça directement avec votre smartphone. Voilà. Donc, c'est vrai que de nombreuses agences comptables font ça maintenant, ne demandent plus les justificatifs parce que c'est trop lourd, mais ils ont possibilité de le réclamer, ces justificatifs a posteriori. Voilà. Alors, on a des questions qui nous disent pourtant il aurait bien pu partir avant, mais n'aurait juste pas été Bien sûr. remboursé. Je pense que c'était pour le cas d'avant. Donc, pour l'agent, si en partant à 6h30, il considérait que ça lui faisait trop tôt, est-ce qu'il aurait pu partir la veille? Ouais. Ah Oui, oui. mais par contre, sans accord de son responsable, ben, pour le coup, la nuitée ne lui aurait pas été remboursée, effectivement. Est-ce qu'on a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu? On aura de toute manière une seconde phase de questions sur la fin du webinaire avec toutes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, puisque tout n'apparaît pas au fur et à mesure pour nous. Je vous Alors, propose, à moins je vais qu'Arnaud, tu vois répondre d'autres à une, questions. ouais, Oui. une question d'Agnan. Alors, Agnan, on est en train de parler dans le cadre du plan de développement de l'employeur. Il faut que vous sachiez quand même qu'en cas par exemple, de projet de transition professionnelle, puisque Agnan pose la question suivante. Ces prises en charge des frais de déplacement professionnel en raison d'un départ en formation s'appliquent-elles quel que soit le dispositif d'accès à la formation mobilisée, PDC, CPF, PTP? Ce qu'il faut savoir, Agnan, c'est qu'en matière de projet de transition professionnelle, les remboursements de frais de déplacement sont différents. Ce sont des règles différentes et sont beaucoup moins avantageuses. Voilà. Donc, ce on vous dit, c'est dans le cadre du plan de développement de compétences. Voilà. Voilà. Allez, on va continuer. Donc, on a fait le choix de vous montrer un petit peu comment fonctionne la saisie dans l'outil de paie, saisie des frais de déplacement. Alors, je l'ai dit en préambule, c'est vrai que certains d'entre vous ont des robots maintenant qui vont saisir ces frais, mais ça nous paraissait quand même intéressant pour les autres qu'on revoie un petit peu le mode de fonctionnement et comment fonctionne un outil de paie. Alors, on a choisi VRH, qui est celui qui est peut-être le plus développé dans nos organismes, mais ce n'est pas forcément le seul. Alors, il faut savoir que pour saisir les frais de déplacement, on va faire un petit peu ce que fait l'agent. L'agent, en amont de son départ, il saisit un ordre de mission dans un outil. Cet ordre de mission, il va ensuite être validé par son responsable et dans un second temps, au retour du déplacement, pardon, il va saisir ses frais. Et bien, en fait, la personne qui saisit les frais de déplacement dans l'outil GRH, elle va faire exactement la même chose, c'est-à-dire elle aura deux grandes missions. D'abord, la saisie de l'ordre de mission, ensuite la saisie du frais de déplacement. Et donc ici, vous voyez l'écran de la saisie de l'ordre de mission où on va rentrer alors l'intitulé de la mission, la destination, ce qui est très important puisqu'on va choisir ensuite la zone qui correspond et de ce fait, on sera sur un ou l'autre des barèmes concernant les frais de découché notamment. Et donc, on a repris le petit exemple de tout à l'heure, de l'agent de tout à l'heure, qui est parti le 3 avril à 6h30 pour une réunion nationale, qui est revenu le 4 avril à 21h45. Il est parti de Toulouse, il est revenu à Toulouse. Vous le savez, moi je suis toulousaine, donc ça me tenait à cœur qu'il parte de Toulouse. Et il est allé à Paris. Et vous voyez qu'en bas, dans la zone géographique, on a choisi Paris intramuros, puisque vous savez bien que les frais de découché ont des barèmes différents en fonction de la zone. Seconde étape, on va aller saisir le frais. Et donc là, en premier lieu, on a mis le découché. Petite parenthèse qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, quand on parle frais de déplacement, la règle générale, c'est quand même la prise en charge par l'employeur des frais en amont. Donc, quand on le peut, et c'est très souvent le cas dans nos organismes, on a des centrales de réservation qui sont là pour que l'agent n'ait pas avancé les frais. Là, on le voit dans notre cas, il a un découché qu'il a lui-même réglé sur facture avec un justificatif de 102 euros. Mais très souvent, l'agent ne réserve pas lui-même, ou en tout cas, s'il réserve, il n'avance pas les frais lui-même de son hôtel et de son frais de trajet. Ce qui permet finalement que l'agent n'avance les frais éventuellement que du repas, du parking ou les petits tickets de métro, de tramway. Mais la grosse partie, on a un principe, dans la mesure du possible, de prise en charge directe par l'employeur. Donc, toujours mon petit frais de cette réunion nationale à Paris le 3 avril et le 4 avril pour cet agent. On a saisi le découché. Vous voyez dans les coches du bas, on a bien découché. Le libellé découché se met tout seul. On va rentrer le justificatif. Il est en dessous du plafond de remboursement. Donc, il va nous valider 102 euros. Et si on peut passer à l'écran d'après, on va voir maintenant la saisie des tickets de métro. Je vous rappelle, on a dit qu'on avait 4 tickets de métro avec des justificatifs à 1,70 €. Alors, justificatif ou pas, Arnaud a répondu tout à l'heure à la question. Cela dépend un peu des organismes. En tout cas, on a un montant de 6,80 €. Et pour terminer,
on va avoir la saisie des frais de repas. Ces frais de repas, on a dit qu'il y aurait 4 repas pour un montant de 29,50 € le repas sans justificatif, ce qui nous fait un total de 118 €. Et donc là, une fois que ça c'est fait, on n'aura plus qu'à procéder à la signature du directeur dans l'outil de frais GRH pour que ensuite le service comptabilité ou le service en charge de la vérification des frais puisse lancer le paiement de ces frais pour l'agent. On va maintenant parler des cotisations et contributions sociales et on aura ensuite une petite phase de questions si vous avez des questions. Alors, je vais en profiter parce qu'il y a Dans le cas pour où le question. montant du frais de repas est inférieur au forfait, est-il soumis à cotisation? Dans l'affirmative, quel en sera le calcul? Alors, je vais répondre directement à votre question avec grand plaisir. D'accord. Donc, il y a effectivement 2 cas. S'il n'y a pas de justificatif, le remboursement est forfait. Vous verrez que quand c'est remboursé au forfait, il y a des règles effectivement concernant les cotisations. Il y a une part qui est considérée comme rémunération, donc qui est soumise à cotisation et contribution. Et si jamais vous avez un justificatif, si l'agent vous transmet un justificatif, dans ces cas-là, c'est un remboursement sans, ça c'est pas considéré comme salaire. Donc il n'y aura pas de cotisation et de contribution sociale si vous transmet un justificatif. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de justificatif, il y aura une partie du frais de repas qui seront soumis à cotisation sociale. Et si jamais il y a des justificatifs, ça sera un remboursement sans cotisation sociale. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, il y a de nombreuses questions et ça m'embêterait beaucoup de vous laisser sans réponse. Alors, pour justifier d'un frais de repas, on a vu que l'une des conditions, c'est vrai, il faut que l'aller-retour entre le lieu de mission et le lieu d'affectation soit supérieur à 30 minutes en transport en commun. Effectivement, puis voilà. Cette règle est-elle valable pour un déplacement formation? C'est une question de Peggy. Alors Peggy, sachez que quel que soit le motif du déplacement, en fait, voilà. Donc quel que soit le motif du déplacement, il y aura un repas. Hein, bien sûr. Je parle bien sûr quand c'est sur un autre endroit, un autre endroit où il y a une agence, hein, où l'employeur est présent. Hein. Par exemple, ça peut être une agence CEPAM, hein, pour être très très concret, mais c'est quel que soit le motif de déplacement. Ça peut être formation, réunion, etc. Quand je parle de formation, Peggy, je parle bien sûr de formation sur le temps de travail, à l'initiative de l'employeur. Hein. Là aussi, je ne parle pas de projet de transition professionnelle. Voilà. Ça, c'était pour répondre euh, à une question. Donc, une question de Sybille, la partie état des frais à soumettre à non si l'agent a une facture. Alors, je pense qu'on a répondu à cela, c'est-à-dire que très concrètement, si jamais il transmet une facture, il n'y a pas de cotisation et contribution. Et si jamais il ne transmet pas de facture, il y a une partie qui sera soumise à cotisation et contribution. Et c'est ce que nous verrons, Sybille. Voilà. Oui. Alors, Alors, je Karine profite. demande ce qui veut dire Pardon. qu'il est possible de rembourser sur les frais de repas sur justificatif avec un montant inférieur au forfait. C'est une question de Karine. Mais Karine, je veux dire, parfois, alors bien sûr que l'agent, moi, c'est 2 droits. Moi, j'ai 2 droits, effectivement, le remboursement sur la base du forfait. Mais par contre, si l'agent veut être absolument remboursé sur justificatif, dans ces cas-là, bien sûr, on le remboursera sur justificatif. Voilà. On a une question de Gabriella qui nous dit: un agent qui passe en entretien dans un autre organisme UCANS peut-il bénéficier d'un congé exceptionnel? Alors, pas forcément un congé, mais en tout cas une autorisation d'absence qui sera à mettre dans le code 155, candidature dans un autre organisme. Sur justificatif, hein? Et c'est complètement vrai. Alors bien sûr, comme Gabriella, on va pas dire quel est son organisme, elle est de l'ARS. Gabriella, nous parlons toujours, et je confirme ce que dit ma collègue, bien sûr, de collègues qui relèvent de la convention collective UCANS. Pour les collègues qui relèvent de la convention, pour ceux qui relèvent de la fonction publique, on n'a pas toutes les données en tête. Voilà. Euh, voilà, donc on va effectivement continuer. Voilà. Donc les contributions et cotisations sociales sur les frais de repas, effectivement, est découché. Alors, ce qui est important, c'est en cas de remboursement sur justificatif, ces remboursements sont exonérés de charges sociales. Hein, je parle de cotisations et contributions. Si effectivement on est en mesure de prouver que le salarié est contraint d'engager ses frais supplémentaires dans le cadre de son travail, d'accord, et de produire un justificatif de ses frais, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de limite d'exonération car il s'agit de remboursement réel. Dans ce cas-là, on peut, voilà, il y a pas d'exonération, il n'y a pas de cotisation là-dessus. Il n'y a absolument aucune cotisation dans ces cas-là, si jamais effectivement vous avez un remboursement au réel. Par contre, si jamais on rembourse sur la base de forfait, vous savez que dans le régime général,
alors je parle hors DOM, hein. Il y a des règles spécifiques sur les DOM, là je n'en parle pas. Enfin, DOM, tout ce qui est donc département d'outre-mer, d'accord? Alors si le salarié doit prendre un repas à l'extérieur, l'indemnité forfaitaire de repas est exonérée de cotisations et contributions jusqu'à 21,10 €. D'accord? Donc ça, c'est ce que dit l'administration sociale, hein, c'est ce que dit effectivement l'URSSAF. Je parle bien en métropole et pour des déplacements de moins de 3 mois. On va toujours parler de déplacements de moins de 3 mois. Hein. Donc, exemple, dans le régime général, les frais de repas bénéficient d'une allocation forfaitaire de 29,50 €, ce qui veut dire qu'en fait, 29,50 € moins 21,10 €, ça doit faire 8,40 €. 8,40 € sont soumis à cotisation, comme si c'était du salaire. Voilà. Alors ensuite, ce qui va être intéressant, effectivement, ce sont les découchés, puisqu'on a parfois la possibilité, alors je ne parle pas de découcher sur facture, mais on a la possibilité de toucher 59 €, hein, effectivement, d'allocation. Hein, forfaitaire en cas de découché. En cas de versement de l'indemnité forfaitaire de découché, il y a un grand déplacement, donc exonération possible dans certaines limites si 2 conditions sont remplies. Alors ça, ce que je veux dire, ça, c'est pas du tout la convention collective UCAN, c'est ce que nous dit l'URSSAF. Donc, si l'URSSAF, c'est l'inspecteur URSSAF qui vient voir en tant qu'organisme de sécu, d'accord, et il n'y aura pas, dans ces cas-là, il y a des exonérations possibles, si et seulement si 2 conditions sont remplies. La distance lieu de résidence, lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km. Donc là, effectivement, si jamais c'est à 2 km, par exemple, mon lieu de travail, je n'aurai pas un remboursement dans ces cas-là. Et si les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30, trajet aller ou trajet retour. Donc, très concrètement, il y a des exonérations possibles, on verra dans quelle limite. Dans quelle limite, si par exemple, je prends un exemple, hein, si je vais, par exemple, pour une formation, cette formation est à 2 heures, d'accord, de mon lieu, et qu'en plus, c'est à plus de 50 km, donc les 2 conditions sont remplies, mettons c'est à 100 km, dans ces cas-là, je pourrais avoir effectivement une exonération possible de cette indemnité forfaitaire de découché. Ça ne sera pas considéré comme salaire. On verra effectivement dans quelles limites. Donc, en cas de déplacement, effectivement, en métropole de moins de 3 mois, je parle toujours d'un déplacement de moins de 3 mois. Hein. Ça, c'est important, hein, toujours. Hein. Parce qu'après, les barèmes URSSAF sont différents. On ne va pas rentrer dans trop de détails, mais sachez qu'on fait des formations sur cette base. Cas d'un déplacement en métropole de moins de 3 mois et uniquement s'il y a versement de l'indemnité forfaitaire. Pour rappel, effectivement, l'indemnité forfaitaire, elle est comme vous le savez, de 59 €. D'accord? Il y a une exonération des cotisations sociales jusqu'à 75,60 € pour un découché à Paris, dans les Hauts-de-Seine, Saint-Denis et Val-de-Marne. Donc, effectivement, là, évidemment, pour nos amis de l'Essonne, désolé, mais vous ne rentrez pas dans ce cas. Donc, ça veut dire très concrètement que si je vais passer un découché à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, en Val-de-Marne, si je bénéficie de l'allocation forfaitaire de 59 €, ça ne sera pas soumis à cotisation. D'accord? Parce que, par exemple, je ne fournis pas de facture d'hôtel. Hein, voilà. Par contre, dans les autres départements, ça va jusqu'à 56,10 €. C'est-à-dire que je paierai des cotisations sur la différence entre 59 et 56,10 €. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. Donc, je prends un exemple. Hein, un salarié habite et travaille à Montpellier. Hein, c'est mon cas, par exemple. J'ai ce plaisir. Il part à Lille pour 2 nuits. Il ne fournit pas de facture. Donc là, on n'est pas dans les départements de la couronne parisienne que j'ai cités. D'accord? Il demande un remboursement de l'indemnité forfaitaire de 59 €. Comme je vous l'ai dit, il est exonéré de charges sociales jusqu'à 56,10 €. Ce qui veut dire, chers collègues, qu'il devra donc payer des charges sociales sur la différence entre 59 € et 56,10 €, soit sur 2,90 €. Donc 2,90 €. Il a passé 2 nuits, 2,90 € x 2, il paiera des cotisations sociales comme si c'était un salaire sur 5,80 €. Voilà, donc les cotisations sociales s'appliquent au-delà d'un certain montant d'indemnité kilométrique. D'accord? Alors là, je ne vais pas rentrer parce qu'on vient de voir les repas, on vient voir effectivement les découchés. Maintenant, ce qu'on va aborder, c'est les contributions et cotisations sociales sur les indemnités kilométriques. Alors, je ne rentrerai pas dans trop de détails. Vous avez effectivement le barème URSSAF. C'est indiqué URSSAF, accueil, outils documentation, taux barème, indemnité effectivement kilométrique.
Voilà, vous avez ça sur HTTP, donc vous aurez tout. Mais par contre, je vais quand même vous prendre un exemple pour être le plus concret possible, hein. Vous savez que le remboursement à la Sécu varie suivant le nombre de kilomètres que l'on peut faire par an, hein, moins de 10 000, plus de 10 000. Ça varie aussi suivant le nombre de chevaux fiscaux. Donc là, je vais prendre un exemple où je vais prendre le barème fiscal et le barème sécurité sociale. Bon, je fais un déplacement avec mon véhicule personnel de 5 chevaux. Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui fait moins de 5000 km par an. Donc, s'il fait un déplacement avec son véhicule personnel de 5 chevaux et qu'il fait moins de 5000 km par an, les charges sociales sont exonérées jusqu'à 0,636 euros par kilomètre. Vous voyez, c'est très précis. D'accord? C'est ce qui est prévu au niveau de l'administration fiscale. Ensuite, au niveau du barème UCANS, le remboursement kilométrique est de 0,77 euros par kilomètre. D'accord? Je suis donc soumis à cotisation sur la différence entre 0,77 et 0,636. Donc, je suis donc soumis à cotisation sur 0,134 euros par kilomètre. D'accord? Voilà, je suis soumis à cotisation comme si c'était un salaire, si vous voulez, une rémunération. Donc, si je fais 100 km le 23 mai 2025 avec mon véhicule personnel, je vais payer des charges sociales sur 100 km multiplié par 0,134. Je rappelle, je fais la différence entre le barème fiscal et le barème de remboursement UCANS, ce qui me fait, je paierai des charges sociales sur 13,4 euros. Voilà, pour être très précis. Voilà. Allez, un petit exemple applicatif. Tout à fait. Donc, on a un agent qui travaille à Charleville-Mézières. Il suit une formation à l'Institut 4.10 à Paris. Il a raison de nous faire confiance pour ses formations. Il part le 5 décembre à 16 h et revient le 7 décembre à 21 h 15. Il demande le remboursement forfaitaire des 2 nuits et des 5 repas. Quel est le montant sur lequel il aura des cotisations sociales? Et on vous explique que pour rappel, l'exonération des nuits est à hauteur de 56,10 € et des repas à hauteur de 21,10 €. On vous propose 4 petites réponses, aucun montant, 10,80 €, 42 € et 47,80 €. On vous laisse le temps d'attraper vos calculatrices et de répondre à cette petite question. On va prendre 2 minutes, hein. Voilà, 1 ou 2 minutes. Alors, aucun montant, 10,80 €, 42 ou 47,80 €. Donc, une question pas si simple. Question pas si simple, hein, c'est sûr. Voilà. Voilà, on va encore entendre encore 10 secondes, et puis après, on va pouvoir effectivement voir un petit peu quelle est la bonne réponse. Voilà, bah, je pense qu'on peut y aller maintenant. Donc, un quart des collègues à peu près qui ont raison, c'est effectivement 24%. Sachez que effectivement, on a des cotisations sur 47,80 €. Je crois qu'on va voir après les précisions, hein, sauf erreur de ma part, Caroline. Ah non, on n'a pas effectivement les précisions. Donc, je vais rentrer effectivement dans les détails, hein. Donc, on paiera effectivement la différence entre 59 et 56,10 €. D'accord? Donc là, effectivement, il s'agit de 2 nuits. Et il y aura effectivement les repas. Donc, on prendra la différence effectivement entre 29 € et 21,10 €. Ils sont multipliés par le nombre de repas. Donc, ça doit faire 8,40 € x 5, plus effectivement le remboursement des nuits. D'accord? Ce qui fait 2,90 € x 2. On arrive bien à cette somme de 47,80 €. Voilà. Allez, donc on arrive à la dernière période de questions. On va essayer de répondre aux questions que vous nous avez posées. Alors, on ne voit pas tout, donc on va essayer avec Arnaud d'être... Alors, j'ai vu quelque chose qui me disait, vous n'avez pas évoqué dans l'applicatif GRH de la consignation des repas pris le midi pour déduction des titres restaurants. En effet, on a une coche dans l'applicatif GRH qui nous permet de dire que en fait, l'agent a un remboursement de repas et donc n'aura pas droit sur cette journée-là à la déduction des titres restaurants. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout évoquer sur un petit webinaire d'une Oui. heure, mais en effet, Stéphane, vous avez raison. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a une question de Karine notamment, auquel je me permets de répondre. Le temps de trajet pour se rendre à une formation est-il pris en charge par l'employeur? Le fait de voyager le dimanche a-t-il une incidence?
Alors, Karine, effectivement, c'est un point qu'on n'a pas évoqué et c'est un point qu'on pourrait évoquer une autre fois. Sachez que si je pars de chez moi et que je vais sur un autre lieu effectivement de travail, d'accord? C'est-à-dire que je ne parle pas du travail, hein, je pars de chez moi, je vais sur un lieu de travail, ce n'est pas juridiquement du temps de travail. D'accord? Donc, pour être très précis, ce n'est pas juridiquement le temps de travail, même si effectivement c'est un dimanche. Donc, ce n'est pas juridiquement du temps de travail. Mais par contre, c'est prévu par le Code du travail, il doit y avoir récupération. C'est-à-dire que je dois récupérer une partie effectivement des heures. D'accord? Et ça, c'est vu par accord local ou par décision unilatérale de l'employeur. Alors, Karine, pour m'expliquer, je vais prendre un exemple très simple. Moi, j'ai par exemple 10 minutes tous les matins à Montpellier pour aller enfin, 10 minutes, un peu plus, mais qu'importe, c'est un exemple. 10 minutes pour aller sur mon lieu de travail. Et je vais à Paris. Donc, je pars de chez moi et je vais effectivement à Paris où je mets 3h30. Donc, 3h30 moins 10 minutes, ça fait 3h20. Il doit y avoir récupération d'une partie des heures. Donc, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Je n'ai jamais dit qu'il devait y avoir récupération des 3h20. Ça peut être tout ou partie des heures. Et ça, c'est vu par accord local ou c'est vu effectivement directement par, disons, par une décision unilatérale de l'employeur. Voilà pour la question de Karine. Et je Voilà. pense, Arnaud, que tu as répondu en même temps à la question d'Élodie, puisqu'Élodie nous demandait, pourriez-vous faire un focus sur la rémunération des heures de déplacement? Quelle distance est prise en compte? Sont-elles les heures majorées? Alors, Arnaud a en partie répondu, effectivement, ça dépendra de vos accords locaux. Et donc là, on ne Alors, je pourra vais pas rentrer. complètement. Complètement. Alors, j'ai une question de Ludivine, hein. Ludivine, qui, je crois, ça fait la deuxième fois qu'elle pose la question. Ludivine, on va enfin nous répondre. L'agent peut-il prendre en charge la différence entre le premier et deuxième classe? Et oui, comment peut-on le mettre en œuvre? Et oui, Ludivine, il doit prendre la différence entre effectivement les deux. Donc, s'il a avancé le prix du billet, on le remboursera sur la base d'un deuxième classe. S'il a déjà pris la première classe, normalement, dans votre système de paye, il y a une autorisation exceptionnelle qui doit être donnée pour le fait, effectivement, qu'il a une première classe. D'accord? Mais clairement, s'il a déjà pris un première classe, dans ces cas-là, on peut lui réclamer la différence, hein, entre première et deuxième classe. Donc très concrètement, Ludivine, vous faites comment? Vous faites une copie écran et vous regardez ce jour-là combien était le prix du billet deuxième classe. Donc si le prix du billet première classe, je vous dis n'importe quoi, est de 100 euros, et si effectivement le prix deuxième classe est de 68 euros, on doit le rembourser sur la base de 68 euros pour être très précis. Voilà. Alors, on est navré, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions puisqu'il en arrive là dernièrement quelques-unes et on est déjà à 5 minutes de la fin du webinaire. Nous sommes navrés de ne pas pouvoir répondre à tout, mais vous êtes toujours très nombreux et vous nous envoyez beaucoup de questions. Vous le savez, on a aussi des formations, hein. Nos petits webinaires, ils sont là effectivement une fois par trimestre, mais on a aussi des formations si vous voulez aller plus loin dans ces sujets-là, notamment avec initiation à la convention collective ou classification et rémunération en interbranche. Assurance maladie, vous aurez la gestion de la convention collective nationale qui viendra parler de tous ces domaines-là. Et concernant le réseau des URSSAF, vous aurez les gestions de la paix, modules 1 et 2. Sur lesquels vous pourrez continuer à approfondir les frais de déplacement. On vous rappelle aussi qu'on est toujours en mesure de vous faire des offres sur mesure. Les offres sur mesure, c'est évidemment, vous nous dites ce dont vous avez besoin, quels sont les sujets qui pourraient aider vos services et on monte une formation en totalité pour vous. Vous allez, comme à votre habitude, recevoir une évaluation. Dans cette évaluation, vous pourrez aussi vous inscrire pour le prochain webinaire Paix en poche qui aura lieu au mois de septembre. On vous demande, comme on l'avait fait il y a quelque temps, si vous voulez nous donner des idées de thèmes, puisque le but de ces webinaires, c'est effectivement de répondre à vos besoins. Et vous verrez aussi qu'au mois d'août, donc, on va vous annoncer le thème qui aura été choisi suite à vos réponses. Et vous aurez la possibilité, comme l'ont fait Justine et Flore, que je remercie grandement, de poser vos questions en amont de ce prochain webinaire. Et comme ça, vous aurez l'opportunité de poser vos questions et qu'on y réponde pendant le webinaire. Parfait. Alors, Ok, donc vous aurez, on me dit dans l'oreillette, c'est le cas de le dire, que vous aurez un lien d'inscription qui sera pas dans l'évaluation, mais dans un second mailing. On vous enverra tout ça et évidemment, on vous fait des petits rappels aussi, puisqu'on sait que les périodes estivales vont arriver et que vous ne serez peut-être pas forcément à fond sur vos boîtes mail. Donc, on vous fera des rappels pour ces webinaires. Alors, cher PG, juste sur une dernière question de PG, puis après je réponds là-dessus. Il me semble que nous n'avons pas accès au fichier QR du dernier Paix en poche sur les temps de déplacement. Si, parce que la preuve, on vient de le voir, PG.
Voilà, donc vous pouviez poser toute votre question via effectivement le QR. Alors j'en profite pour évoquer le webinaire droit du travail du 13 juin avec plein de thèmes passionnants, donc venez nombreux. Alors par exemple, on a le thème qui consiste à le couple et le travail. Je trouve que c'est un thème très intéressant en matière de droit du travail, hein, pour être très concret. Donc je suis un couple, je travaille dans la même entreprise. Est-ce qu'il faut que je dise à l'employeur que je suis en couple? Est-ce que j'ai une obligation de louer? Et voilà, où est ma liberté individuelle? Où est le respect effectivement de la déontologie? C'est ce qu'on va effectivement voir. Et je pense que c'est un sujet passionnant sur lequel il y a de nombreux arrêts de la Cour de cassation. Ce qu'on évoquera aussi dans ce rendez-vous du droit du travail, c'est les nouveautés sur l'apprentissage, une ou deux nouveautés. Et ce qu'on abordera aussi, c'est un projet sur la retraite progressive notamment. Donc plein de nouveautés et aussi des jurisprudences. Donc venez nombreux, je pense que ça va être très intéressant. Allez, dernière annonce. Donc, le 22 septembre, j'aurai le plaisir de co-animer avec David Blanchard cette fois-ci. Moi, je suis toujours très bien entourée pour ces webinaires. Donc, le 22 septembre à 14 h. Donc, le thème n'est pas connu, mais vous avez le choix de ce thème. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter ce que vous avez envie comme thème. On essaiera au mieux de répondre, évidemment, à toutes vos interrogations. Il ne reste qu'à vous remercier nos services techniques, Sylvain, Sybille, Jacques, Madame Marcha pour sa présence tout à l'heure. Merci beaucoup Arnaud de m'avoir accompagné sur ce thème. Avec plaisir, Et avec au plaisir. grand plaisir de vous retrouver tous dans 3 mois maintenant. À bientôt. Au revoir.